est très très bénéfique. Et d'ailleurs, la chute de Maria, nous avons beaucoup contribué à la chute de Maria. Et c'est Aziz qui est là, qui a pris le pouvoir, n'a fait que cueillir le fruit et nous voler notre victoire. Les manifestations de la diaspora, ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait, a amené certains militaires à faire un coup d'État. Le coup d'État qui a échoué de Hanan et qui a été repris par Aziz. Et je dis encore une fois que le fait de parler et d'écrire est une arme redoutable. Puisque si on lit le Coran, on va y lire Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et Dieu a utilisé la parole. Et il y a un autre qui s'appelle Brice Parrain qui disait que les mots sont des pistolets chargés, je cite. Les mots, c'est des pistolets chargés. Il y a des gens toujours qui nous disent vous parlez et vous ne faites rien. Franchement, aujourd'hui, encore une fois, j'ai eu beaucoup d'espoir dans notre livre. Surtout en voyant un jeune comme Mamadou Khalid. Je ne le connaissais pas, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir aujourd'hui. Je demande au bon Dieu que le Dieu multiplie des exemples comme lui et qu'il continue à lui donner une bonne santé et longue vie. J'ai été vraiment très très sensible à tout ce qu'il a dit et je dis encore une fois que ce dole ndonkiyo dole kep, c'est en poulard et je peux le traduire. Si la force n'arrive plus à soulever la charge, que d'autres charges viennent, d'autres plus jeunes pour soulever et la lutte va continuer. Et je ne serai pas long, La lutte va continuer et elle doit continuer. Elle doit continuer dans la mesure où on est opprimé. Et personne ne peut accepter l'oppression. C'est inacceptable. L'injustice est inacceptable alors qu'elle se passe en Mauritanie. Les nationalités qui sont 4 ou 5, qui sont opprimées par une seule nationalité. Alors que la Mauritanie est un pays-nation au sens politique du terme et non au sens culturel du terme. Personne ne peut dire parle-moi mauritanien. Quelquefois mes enfants me disent papa parle mauritanien. Je dis on ne peut pas parler mauritanien. On ne peut pas parler mauritanien. On peut parler Peul, on peut parler Poula, on peut parler Hassania, on peut parler Bambara, on peut parler Soninki, mais on ne peut pas parler mauritanien. Donc il y a beaucoup de nationalités qui se sont constituées, qui ont formé la Mauritanie, et une seule nationalité veut bouffer les autres. C'est impossible, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas. Et il y a quelqu'un qui vient de dire que la violence ne résoudra pas le problème. Moi, je crains un jour que la violence vienne s'installer en Mauritanie à cause de ce que ces bassistes et ces nassiristes sont en train de faire en Mauritanie. D'abord, en appelant la Mauritanie Blatchingit, alors que la Mauritanie n'est pas Blatchingit. Dis-leur que la Mauritanie n'est pas Blatchingit. Ce n'est pas Blatchingit. À longueur de journée, Blatchingit, à la radio, à la télé, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas Blatchingit, c'est la Mauritanie. Et je m'arrêterai là, puisque à chaque fois je suis long. Aujourd'hui, je vais être... Merci les conférenciers d'avoir apporté une certaine compréhension et d'aiguiser encore mon sens de la Mauritanie. Ma question se poserait sur ces points. Vous nous invitez à faire l'économie de l'affrontement armé. Parce que tout simplement, à votre point de vue, les conditions ne sont pas bonnes. La chose qui m'intrigue est la suivante. Quand un peuple opprimé par un pouvoir aussi réactionnaire et raciste, quand la masse populaire s'élève pour revendiquer les droits fondamentaux de chaque être humain et que ces mêmes masses se fait massacrer par l'armée, d'après vous, les conditions nécessaires à la lutte armée est réunie ou pas?
Quand le taux de mortalité infantile est parmi les plus élevés de l'Afrique, de surcroît du monde, faute des hôpitaux et des soins appropriés, pour moi, les conditions nécessaires à la lutte armée sont réunies. Nos pères, nos aînés, aujourd'hui nous, ils ont battu les pavés avant nous. Nous s'inscrivons dans cette continuité. On bat les pavés. On est face à des gens dans la construction, en tout cas de leur vision qu'ils ont de la construction de l'État-nation, se déclarent sans état d'âme pour en tout cas réunir les peuples tels en troupeau sur un pâturage du nationalisme. Alors, puisque ces gens-là, ils nous le disent, ils sont sans état d'âme, c'est des animaux. Je ne vois pas comment on pourrait encore discuter avec des gens qui n'ont pas d'état d'âme, puisqu'eux-mêmes, ils leur disent, ils sont sans état d'âme, c'est des animaux. Alors, comment pouvons-nous faire encore l'économie de l'affrontement armé avec ces gens-là? Nous avons certes les conditions objectives sont réunies. Si les histoires du soulèvement populaire à travers le monde nous enseignent quelque chose, c'est que une fois que les conditions objectives sont réunies, il ne faut pas attendre de réunir les conditions subjectives. Ces conditions objectives sont là, c'est une réalité. On les voit tous les jours. Des peuples qui se font massacrer, opprimés, la confiscation des ressources du pays par une minorité. Ça forme les conditions objectives. Alors, d'autant plus, ces conditions objectives, on les trouve tous les jours dans cette revendication que nos masses proclament. C'est mot d'ordre, et je terminerai là-dessus, c'est la patrie ou la mort. Merci. Ça me rappelle Feu Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je passerai à Amadou Mahamadé. Moi, je remercie les conférenciers et l'organisateur de ces rencontres, qui sont toujours utiles et constructives. Et encore, ça me permet encore, je pense, de nous revigorer et aussi de nous donner du courage dans nos convictions et dans nos luttes. Et à tous ceux qui viennent aussi, de se dire que ça vaut la peine de venir. Alors, je pense que par rapport à M. Mamadou Kalidou, vous avez posé la question des stratégies de lutte. Entre autres, vous avez esquissé un certain nombre de points qui me paraissent utiles et nécessaires. On ne va pas les essayer, d'autant plus qu'on en a déjà essayé en Mauritanie. Ce que je trouve quand même surtout ce qui m'encourage dans ces types d'actions, c'est tout ce qui se passe en Mauritanie. Parce que la diaspora, quand même, n'a jamais baissé les bras. Peut-être qu'elle est couverte par un certain nombre d'actions. Notamment, elle ne craint pas la répression jusqu'à la mort. Et alors que moi, je loue quand même le courage de ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui se battent. Moi, je trouve qu'ils sont plus courageux que moi. Et je les dis merci et félicitations. Au moyen de lutte, ce qui me fait mal surtout, c'est une multitude d'associations, de mouvements, d'associations, de partis, et qui ne se retrouvent pas quand même autour de l'essentiel. À un moment donné, je pense que dans la stratégie de la lutte, il est nécessaire quand même que l'ensemble de ce mouvement et de ces partis trouvent au moins une unité qu'a trouvé au moins les arabo-berbères. Au moins, eux, quand il s'agit de tuer le noir, ils sont uniques. C'est quand il s'agit de stratégie de se différencier pour certains types de choses qui se différencient. À ce niveau-là, jusque-là quand même, on ne sent pas quand même une désunion au sein de leur organisation. Malheureusement,
au sein des Noirs, je trouve quand même que ça fait quand même... C'est louable qu'il y ait des multitudes d'associations, d'organisations ou de mouvements, mais quand même, il serait utile que l'ensemble de ces associations trouvent, au moins, se retrouvent au sujet du problème majeur de la Mauritanie, qui est notre survie et notre résistance au sein de ce pays. Par rapport à M. Ba qui a fait appel, qui a noté qu'il semble qu'il y a un mouvement de Peul à un moment donné qui s'est décrit comme étant appartenant à des Arabes, qui se définissent comme étant Arabes. Je pense que ça n'engage que la personne qui l'a dit. Et je pense qu'il faut faire... Cette personne, elle fait partie que c'est noir de service. Et il n'y a pas lieu, je pense même de faire la mention à cela parce que ça ne nous commence pas. Alors, par rapport à défaut des forces armées, c'est-à-dire l'utilisation des forces armées, moi qui suis peureux, d'ailleurs, je pense que... Ça, on le sait maintenant. C'est terminé. Je pense qu'à défaut de trouver d'autres moyens de lutte pour pouvoir faire valoir notre existence au sein de la Mauritanie, je ne trouve pas mieux que la force armée, même si je n'ai pas encore les moyens ni les éléments nécessaires pour le faire. Et je pense je m'arrête là. Peut-être qu'on me donnera beaucoup plus d'explications par rapport aux moyens que vous avez utilisés, mais qui me paraissent, jusque-là, c'est toujours de la perte du côté des fermes. Merci. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les conférenciers pour leur courage et pour toutes ces informations qu'ils ont voulu apporter. Et ensuite, ma question s'adresse à M. Bamamadou Kalilou. Donc, si j'ai bien saisi, vous avez évoqué la paupérisation des négro-africains, des négro-mauritaniens. Vous avez parlé de l'inhibition de certaines langues nationales comme le Pulaar, le Soninké et le Wolof, et l'alarmant problème du partage du pouvoir. Alors, vous n'avez pas fait qu'évoquer les problèmes, mais vous avez aussi parlé de certaines solutions, notamment le dialogue national. Vous insistez beaucoup sur cette solution-là, et je ne vous vois pas parler de la lutte armée que moi je cautionne. Parce que, tout simplement, j'ai vu que cette solution a fait ses preuves avec les Sri Lankais. Et tout dernièrement, nous avons vu qu'en Libye, les jeunes se sont soulevés, il y a eu un mouvement qui a été créé, et tout de suite, les armes ont donné la place au peuple qui était opprimé. Donc, c'est une solution qui est pour moi à la mode. Vous ne parlez pas de cette solution-là. Est-ce que vous pensez que la lutte armée est impossible au jour d'aujourd'hui en Mauritanie? Merci. Même pas en bateau. Je sors pour dire que je ne veux pas de ça. C'est ce que je fais. Et enfin, pour ce qui est de la lutte armée, je vais vous dire une chose. La lutte armée ne se commande pas. Elle ne se décrète pas. Elle résulte du mûrissement de conditions internes et externes, de conditions nationales et géopolitiques. Et lorsqu'elle mûrit, elle se déclenche toute seule. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, ma question tourne autour de la question posée à Mamadou Kalilou concernant les luttes qui sont faites en Mauritanie. Je pose la question par rapport au FLAIR. À un moment donné, il y a eu la création du FLAIR en Mauritanie qui regroupait un peu les organisations qui luttaient sur plusieurs plans. Et donc, je ne vois plus ce regroupement dans les actions actuellement. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est. Et puis aussi, mon souci aussi, c'est pas un souci, c'est une question. Comment se fait-il qu'il y ait des luttes distinctes entre alors, c'est peut-être la touche pas à ma nationalité, ou en tout cas les négro-africains et les haratis. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, ça va dans tous les sens. Les uns sont dans un cadre et les autres dans un autre cadre. Puisque je pense qu'en ce qui concerne la touche pas à ma nationalité, les Haratines étaient aussi concernés, puisqu'ils disaient, d'après ce que j'avais compris par rapport à ce que disait Biram, que 600 000 Haratines étaient concernés aussi par ce problème de recensement. Et pourtant, je les trouve un peu absents de cette mobilisation.
alors que je pense qu'ils sont encore plus même concernés, puisqu'ils n'ont, en Mauritanie, ils n'ont même pas d'état civil. Je vais essayer Un peu de silence. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été directement posées et je laisserai les autres à M. Barr. La première concerne le flair. Le flair, c'est une organisation que nous avions créée l'an dernier. Disons en fond, c'est le front de lutte contre l'esclavage, le racisme et l'exclusion. Nous l'avons créé, pourquoi et comment? Je vais m'efforcer de passer sur les détails parce que ce n'est pas important, mais je pense que l'opinion a besoin de savoir comment et pourquoi le flair ne fonctionne plus. Nous, mes camarades, les camarades avec lesquels je travaille et moi, à l'image, nous avons un principe, c'est que nous sommes convaincus que le système en place en Mauritanie est si puissant, si fort, qu'aucune organisation, aucun parti politique, quel qu'il soit, ne pourrait seul arriver à bout de ce système. À un moment donné ou à un autre, il faut que les forces que j'appelle progressistes, donc qui prennent tout simplement, qui ont un dénominateur commun, qui prennent conscience que la situation est intenable, inadmissible et qu'il faudra la renverser d'une manière ou d'une autre, il faut que toutes ces forces travaillent ensemble dans une dynamique de synergie. Voilà le principe. Et lorsque nous voyons, que cela soit à travers les discours, à travers les faits et gestes, quelqu'un qui semble développer les mêmes idées que nous allons sans complexe à sa rencontre. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons lu ça et là depuis plusieurs mois les déclarations de Biram Abed Boulda. J'ai cherché ses contacts, je l'ai appelé, il m'a donné rendez-vous, je suis allé discuter avec lui. Je lui ai dit, compte tenu de ce que je lis de tes déclarations, je pense que nous devrions travailler ensemble. Nous devrions d'autant plus travailler ensemble que je n'attendais pas, d'ici les 20 ans à venir, voire même les 40 ans à venir, un Haratine aussi éclairé que toi. Que pour moi, c'est une aubaine. Nous avons discuté. Globalement, nous avions une identité de vue, d'autant plus qu'il a reconnu lui-même qu'à travers toutes nos déclarations et articles, il reconnaissait que nous prenions également en charge la question de l'esclavage. Nous avons décidé de nous rencontrer à un niveau beaucoup plus élargi de nos bureaux exécutifs ensemble. Nous avons également discuté toute une soirée. Il y avait globalement une identité de vue. Nous avons décidé, nous lui avons proposé donc d'aller chercher d'autres organisations. Peu nous importe qu'elles soient à caractère, que ce soit des partis politiques, des associations, qu'elles aient des récépissés ou qu'elles n'aient pas de récépissés. L'important est que ces groupes-là, ces organisations, appelons-les comme on veut, eh bien, croient la même chose que nous, qu'elles croient, qu'elles font le même constat que nous, c'est-à-dire que la Mauritanie se caractérise par une exclusion, un racisme d'État et un esclavage, qu'elles soient convaincues qu'il faudra combattre ce système, et surtout par le harcèlement pacifique. Si nous sommes d'accord là-dessus, nous allons créer un vaste front pour rompre avec la dichotomie qui existait dans la scène politique mauritanienne entre opposition traditionnelle et mouvance présidentielle, parce que dans la mouvance, elle est à combattre, l'opposition traditionnelle ne prenait pas en charge ces questions que nous considérions comme fondamentales. Aujourd'hui encore, nombreux sont les partis politiques à l'intérieur du pays qui retrouvent le concept même de racisme d'État qui pour moi paraît comme évident. Je me rappelle encore que lorsque j'ai claqué la porte à mon parti, à HDMR, parce qu'il soutenait le coup d'État et tout le tralala, que nous avons créé l'image et que nous avons été invités à rejoindre le front de l'opposition. Et je me rappelle, pour préparer la conférence de presse, qui devait marquer le ralliement de l'image à ce front qui combattait le putsch, Mouloud, qui à l'époque présidait, le président de l'UFP, présidait le front, nous avons passé 2 heures de temps à discuter parce qu'il ne voulait pas, parce
lorsqu'il fallait que je présente d'abord l'image, ses objectifs, il ne voulait pas que je parle de racisme d'État. 2 heures de temps, il a voulu me dissuader. Au bout de 2 heures, je lui ai dit, monsieur Mouroul, c'est vous que je considère comme un des plus progressistes. Tu ne veux pas du tout que je parle de racisme d'État, que tu penses que ça pourrait frustrer certains, ça veut dire que je n'ai rien à faire là. Au revoir. Il me dit, alors dans ce cas-là, anime ta conférence de presse comme tu l'entends. C'est vous dire, donc, cette opposition traditionnelle, nous ne la considérons pas comme étant notre adversaire. Mais elle ne fait pas suffisamment. Même parfois, elle pousse les gens à la confusion en ne tenant pas le discours radical qu'elle devrait tenir. Donc, il fallait faire émerger un 3e pôle qui va se massifier et rompre avec cette dichotomie-là. Voilà l'idée du flair. Et ils l'ont accepté, nous avons créé donc le flair. Et la première manifestation a beaucoup réussi parce que c'était notre meeting devant la mosquée de Elmina, au 6e, au moment où le régime fêtait l'indépendance, le 28 novembre passé. Eh bien, on a fait un grand meeting où les forces de police sont arrivées, nous ont demandé de nous disperser. On leur a dit qu'on ne bougeait pas. Et elles ont fini, au bout du compte, par céder. Bon, alors, nous avons mis en branle un plan d'action où il fallait dénoncer, parfois, lorsque c'est nécessaire, par ce fameux harcèlement pacifique, les cas d'esclavage. Lorsque nous retrouvons un cas d'esclavage, nous le suivons à tous les niveaux. Nous obligerons les forces de police et autres à le prendre en charge jusqu'à ce que l'esclavagiste se retrouve en prison. Même sous idem, lorsque nous commencerons à réclamer, par exemple, l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, nous passerons de marche en marche jusqu'à ce que l'on ait cette revendication. C'est cela le principe. Et donc, nous avons mis en branle, et j'étais d'ailleurs, entre-temps, avant le 28 novembre, je suis venu ici en France, où je séjourne pour les besoins de mes recherches tous les ans du reste. Et donc, il y a eu une action, dans ce cadre-là, après ce 28 novembre, qui s'est mal passée, et qui a conduit nos camarades complètement en prison. Parce que la police a trahi à un moment donné, et certainement aussi parce que l'action elle-même n'avait pas été suffisamment bien préparée. Bon, alors, lorsque je repars, mes camarades à l'image avaient été assez frustrés parce que cette action, contrairement au texte du Flair, qui stipule que toute action doit être décidée à l'unanimité par les organisations membres, eh bien, lorsque ils envisageaient cette action, certainement parce qu'ils voulaient aller de manière précipitée, ils n'ont pas appelé le représentant de l'image, en l'occurrence Abdul Biranwan, qui, lorsque je ne suis pas là, préside l'image. Il n'a pas été joint à la réunion, et on l'a appelé vers minuit pour le mettre devant le fait accompli. Donc, lorsque ça s'est mal passé et qu'ils se sont pratiquement tous retrouvés en prison, ils ne voulaient pas du tout agir. Parce qu'ils nous disent, ils ont décidé d'y aller tout seuls, il faut qu'ils assument. Et j'ai usé toute mon influence pour dire, ok, dans le fond, vous avez raison. Ils ont piétiné les textes, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est la première erreur qu'ils font. Nous ne pouvons pas, sur la base de cette erreur-là, croiser les bras et les abandonner dans les griffes du pouvoir. Laissons nos griefs de côté, mobilisons-nous, battons-nous sur tous les plans, nous faisons les libérer. Lorsque nous ferons une réunion de bilan, nous profiterons de l'occasion pour dire que ça et ça n'a pas été. Et prochainement, il va falloir en prendre considération et éviter ce genre d'erreur. Et c'est ce que nous avons fait. Vous avez certainement dû en entendre parler. Et nous ne l'avons pas d'ailleurs fait seul. Nous l'avons fait avec la diaspora qui nous a soutenus financièrement. Il y a eu une coordination ici qui nous a soutenus, qui s'est mobilisée ici. Et nous, à l'intérieur, nous sommes mobilisés sur le terrain par des sittings, des marches, confrontations en mettant en danger l'ordre public, mais également par une action de lobbying auprès des chancelleries, des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis, de la France, de l'Espagne, et surtout le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et toute cette pression s'est abattue sur le régime, de sorte qu'après son jugement, il n'avait d'autre choix que de libérer, et ils ont utilisé donc la voie de grâce pour le libérer. Bon, Biram a été libéré, et entre-temps, avant d'ailleurs, nous on avait dit que tant qu'il resterait en prison, même au-delà des 3 mois d'exercice de la présidence tournante, nous allons le garder comme président, ne serait-ce que symboliquement. Enfin, alors, au sortir de là, nous allons le lendemain le voir, on trouve ça chez lui bourré de monde, avec tout le monde, et au bout de 2 heures, je lui dis très bien, je te laisse le temps de te reposer, tous les autres camarades,
Et une fois que tu seras reposé, tu nous convoques en réunion, nous allons faire le bilan de tout ça. Et le surlendemain, j'ai appris qu'il est parti en Espagne. Exactement le lendemain du jour où nous lui avons rendu visite. Ce n'est pas si grave que ça. Il revient 2 semaines après. Et il ne nous appelle qu'au bout d'une semaine, qu'une semaine après son arrivée, pour nous dire quoi? Qu'il a retrouvé un nouveau cas d'esclavage et qu'il voudrait que nous allions tout de suite, qu'on se réunisse tout de suite en urgence pour le prendre en charge. Je lui dis, mais c'est pas comme ça. Tu es sorti de prison, ça fait 3 mois que nous nous battons. À un moment donné, dans l'action, dans notre perception des choses, quand on se bat au bout de plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'erreurs, je vous passe les détails. Quand je suis reparti, à Ira, il n'y a que Biram Abed Oulta. Lorsqu'il était en prison, il y avait 2 camps qui se faisaient la guerre. Moi, j'avais du mal à travailler avec eux. Il a fallu que je l'appelle depuis la prison, qu'il appelle les uns et les autres pour les sommer, pour qu'ils se mettent dans les rangs et qu'ils acceptent d'aller avec nous dans la mobilisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est là et on lui dit, je lui dis, il va falloir au moins qu'on se réunisse et que l'on fasse le bilan de tout ce qui s'est passé, les partenaires que nous avons acquis, parce que les gens de la diaspora qui sont mobilisés, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, surtout les erreurs qui ont été commises. Parce que derrière les membres du bureau exécutif de l'image, auxquels j'ai tordu le cou pour les amener à se mobiliser pour sa libération, malgré qu'ils n'aient pas été associés au départ à la conception de l'action, ils attendaient ce moment-là. Et je lui dis donc, il faut qu'on fasse d'abord un bilan, on dégage une nouvelle plateforme et qui va prendre en compte les erreurs, les atouts, et après nous verrons. Il me dit, bon, ben, pour le moment, nous, l'urgence, c'est ce cas d'esclavage-là. Je vais dire à Balatouré de convoquer la réunion quand il aura le temps. Nous, en attendant, à Irak, on s'occupe du cas d'esclavage. Et ils sont repartis. Voilà ce qui s'est passé. Et ils sont repartis, et ils ont fait leur grève de la faim. Nous, alors là, je ne pouvais plus revenir voir mes camarades pour leur dire, suivons-les quand même encore une autre fois. Mais ils me diront, mais Mohamed Khalid, on ne parle pas parce qu'il se trouve que chez nous, que Mohamed Khalid soit là-bas ou qu'il ne soit pas là-bas, les choses continuent de fonctionner. Nos organisations ne sont pas unipersonnelles. Et alors, de fil en aiguille, au bout de plusieurs semaines, ils finissent avec cette affaire, ils consentent enfin, parce que là, dans cette affaire-là, ils ont senti notre absence, que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant si nous étions là. Ils convoquent la réunion, nous y allons. Nous faisons le bilan. Et dans le bilan, lorsque nous leur faisons ce grief-là, M. Biram me dit que le fait que j'ai privilégié cette réunion où il fallait faire le bilan, c'est des histoires de politique. Que lui, il est défenseur des droits humains. Que passer toute sa vie, toute une journée ou des heures à discuter, à faire des bilans, ça ne l'intéresse pas. Ce qui, à mon sens, à notre sens, à Image, était extrêmement grave. Parce que nous voulons combattre un système aussi bien étoffé, et bien qui s'est enraciné depuis plusieurs dizaines d'années. Et on ne s'arrête même pas à un moment donné pour réfléchir, pour savoir où est-ce que nous avons commis des erreurs, pour prendre tout simplement des leçons sur nos erreurs et nos atouts pour avancer. C'est extrêmement grave. Et deuxièmement, moi je reprends la parole, je lui explique que l'erreur fatale qu'ils avaient commise et qui a fait que au niveau de l'image, les gens n'avaient pas dans un premier temps voulu se mobiliser. Je lui dis, s'ils ne s'étaient pas mobilisés, qu'est-ce que se serait passé? Est-ce qu'à l'intérieur du pays, tu n'allais pas être oublié? C'est important à un moment donné de faire le bilan. On se dit les choses clairement et on relance un nouveau plan d'action. Il me dit non, que lui, ce n'est pas sa conception des choses. Et que de toutes les façons, même au moment où nous sommes là en train de discuter, si on l'appelle pour lui dire qu'il y a une victime quelque part, il nous laisse là, il s'en va pour lui porter secours. Et il se lève pour nous dire que ce n'est pas important ce qu'on dit, il rejoint ses amis dans une autre chambre à côté, nous abandonnons dans son salon. Voilà ce qui s'est passé. Et cela, je le dis parce que je n'aurais jamais, je n'en parle pas d'habitude, je ne veux pas aller dans ces détails, mais je pense que l'opinion a besoin de le savoir, surtout au niveau de la diaspora. Et je rencontre, à l'occasion, je convoque une réunion de l'image, je rencontre et je termine que je m'excuse. Je me suis excusé. J'ai dit oui, je vous ai forcé la main, mais je m'excuse, c'est vous qui avez eu raison. Ce monsieur, c'est autre chose. Quelqu'un qui dit rationnellement qu'il faut s'arrêter, faire un bilan, réfléchir, ce n'est pas important qu'il décide tout seul. Et il faut que tout le monde suive.
si on devions faire ça, on n'allait pas quitter Ibrahim Sarr. Non, on a claqué la porte parce que nous avons estimé que c'est que Mohamed Abdelaziz qui a fait le coup d'État non seulement n'était pas là pour défendre, contrairement à ce qu'on disait pour les revendications négro-africaines, mais qu'en plus on ne peut pas être démocrate et cautionner un coup d'État. Et on allait le suivre. On a dit qu'on ne suit pas, on a claqué la porte, on est sorti. Donc c'est pas Biram que nous allons suivre aveuglément en vertu de quoi. Et c'est ça qui fait que le flair ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Et après, il y a eu Djibiso qui a voulu jouer les médiateurs, parce que moi j'ai appelé ceux qui restaient pour leur dire mais on avance. Qui nous a dit non, permettez-moi d'aller faire la médiation, d'aller le raisonner parce qu'il a tort. S'il persiste maintenant, nous allons avoir. Qui est reparti et on ne l'a plus revu. Et entre-temps, nous avons eu des urgences, nous avons dit que nous n'allons pas continuer à croiser les bras, à attendre le bon vouloir de Biram pour qu'il revienne. Non, nous allons continuer à travailler. Et puisque les États généraux de l'éducation se préparaient l'an dernier, parce que nous parlons de l'an dernier, nous avons décidé de créer une commission entre toutes les organisations qui percevaient les choses comme nous, avec l'objectif de sortir autour de milliers de personnes dehors pour influencer les États généraux afin qu'elles prennent en compte la question de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Et nous étions dans cette dynamique-là jusqu'à ce que les recensements ont été ouverts et qu'il y a eu des rejets massifs de population négro-africaine. On s'est dit, bon, on se préparait à exiger que l'on étudie nos langues. Mais encore, pour qu'on étudie nos langues, il faut que nous soyons mauritaniens. Et c'est la même commission qui est devenue coordination, mouvement, touche pas à ma nationalité. Et nous avons appelé les gens à descendre dans la rue. Tout est là. Bien, la troisième question. mi salmini mon mi yarlitima moɗon mi yafnima moɗon e julde nde yo Allah rendin en yaafo enen kala e julde e yo Allah rokki en kadi ndifi men o kadi mi yettade nditten ɗo mi yetti kadi no rentinde e ngoɗo renda ɗum tan ke duwade taw kadi mi yetti yimɓe rendinɓe ngoɗo renda ha mbawen rentude heɗe tan goto e men fof ko woni e becce mum ha mbeɗa namdima fuɗɗuɗo oɗo Mamoudou Kalidou mbeɗa namdima probléme meɗen enen Mauritaniaɓe enen négro Mauritanien guili fuɗɗi ha joni ene continue no wayni e no fuɗɗirno ni eɗe koko ɓeydi tan toujours ene ɓeydo est ce que enen ken ɓeydi ustade enen e koye men walla ko haqqillaji men ɓeydi ustade walla ko jangdeji men ɓeydi ustade kono haɗa kam nen ɓeydi tan mi ronki andude holko haɗi ɗum dartade seeɗa walla quand même mi ronki ɗon fam mbiɗa namdi mon mbiɗa wonde e yiyande ma ene wayno hare nde ko ɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni mbiɗa sikki min e hooram so tawi mi saaha so tawi mi ƴeewi no ɗum yaari ni e taarih o mboɗo wiya wonde ko ɗum yarata yeeso holko teppi en holɗo teppa he kono so tawi a ƴewtindima e bangeji he ma taw dans le fond iɗum yaara yeeso kono ko ma mbatta hen haqqille no feewi tan nde ganda wonko ɓosata he wonko ɓosata holko wata addini wiide holko ɓosata mi ɓama tan yeruji ɗiɗi walla tati rawane joni woti rawande ni ma taw premier ministre waɗi discours muɗum o wi wonde ko ɗo e yeeso hankadi bo ɓe gonno koye wadde feeto ɗemgal arab komin wattoɓe ɗemgal arab ɗemgal ngal ganduɗa hankadi koye muɗum tan jangete ɗemgal ngal ganduɗa e witto koye muɗum tan waɗete ɗemgal ngal ganduɗa ko kañum tan haalete e nder leydi he komin ko ɗum wonno ane makko ministre yontere fawiti hen ministre makko topitiɗo pinal wi wonde kañumne so wonde ɗemɗe gendije ɗeya pulaar soni ke wolof ene jeeya d'ailleurs ko teppi Mauritanie
e yimɓe sukaaɓe min liggotono wonɓe jaaɓi hatirɗe min mbi ɗumen e nder yontere huurde min gandi so tawi de ko gonga sinno tan ko ministre haalno ko wayni e ɗemɗe pulaar sonike e wolof tawno hande leydi ndi dilli yontere fawiti hen ɓe naati e grève o waɗi hedde yontere balɗe ɗiɗi finalement ha waɗi kareli mbiɗa sikki tan on nani haala muɗum e nder ɗiɗon kareli noon yi ha muusi ɓe janana wonde ko ɓennata ɓe neldi ministre de l'éducation ari université rutti ko haalno ko fof yattiti hen ha laaɓi wi wonde ko ɗo kay min meeɗa wiide noon d' ailleurs minen amin kormi ɗemɗe ɗe fof o fenni ministre makko janngo e muɗum étudiant ji nasariste en basiste en kañumen enen jalti mbiyen mbaɗa grève ene kaɗa heddiɓe jangde sibu wonde ko oya minen nomin mbirnono ministre premier ministre o yo yaafno ministre de la culture o yo démission joni ministre de l'éducation ministre d'état ministre de l'éducation kañumni foti ko démission nden noon kadi waɗi confrontation muɗe par ce que min mbiɓe wonde ko on haare nde on pooli ɓe jiiɗi ko tettude polgol so ɓe mbiya ɓe jaltu eɓe kaɓa on janngude oto jaɓe ɗum muusi hen donc ɓe jatiri hen caggal e ɗum ko victoire en soi donc wonko ɓosata sino tan ko hay seeɗa baɗetenoɗo o waɗetaka tawanno wona ɗo jaraten hen donc iɗum ɓosa e tene min mboɗo jogui jorta wonde so tawi en jokkiri noon e sukaɓeɓe jokki haare yimɓe jokki findinde yimɓeɓe e mbiɗo sikki tan ɗo e yeeso seeɗa caggal haare nde mouvement touche pas ma nationalité ɗo joni ɓe jatiri hen caggal yimɓeɓe mbatti unitaire correctement à l'intérieur du pays donc ɗo joni so tawi en gayni nden rogere en puɗɗima rogere wonde la question des langues en ndewi nden rogere kadi ha des états généraux ko yaltata hen ko ɗemɗe ɓe jaaɓi ɗemɗe gendiji ɗe ene puɗɗo jangguede ne serait-ce qu'au primaire c'est déjà une victoire seeɗa so yeehi ha ɓooyi tan ma wonno e yiyandam men. Je reprends en français. Pour les autres, ou en soninké si vous voulez. Non, en français, ce sera parce qu'après il faut que tu fasses Wolof aussi. Bon, alors, d'accord. Bon, le modérateur et chef, il veut que je reprenne en... Je veux qu'il reprenne en français parce que sinon il faut faire Wolof aussi. Excusez-moi, mais en général, quand on me pose une question dans une langue nationale, je réponds dans la langue. On me poserait la même question en soninké, je répondrai en soninké parce que je suis de célibat, moi. Donc il veut que je résume en français, je résume en français. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en réalité, en regardant une vue panoramique un peu sur le système mauritanien, on pourrait dire que le combat n'évolue pas. Et je disais que si ces petites batailles, pas seulement celles que nous sommes en train de mener maintenant, mais bien avant, nous, les Flammes, depuis 1986 et toutes les organisations, si ces combats-là n'avaient pas été menés, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là. On aurait été beaucoup plus dans l'embarras, dans la difficulté. Et que récemment encore, si nous avons réussi à pousser le gouvernement, l'an dernier, le gouvernement de Mohamed Abdelaziz, le Premier ministre à se dédire, parce qu'il avait affirmé qu'ils allaient faire de la langue arabe, la langue de la recherche scientifique, de l'éducation et de la culture, et bientôt, il y a eu un mouvement de grève qui s'est déclenché à l'université, soutenu par les collèges et les lycées, et qui l'a amené à faire machine arrière. Mais s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, il y aurait longtemps qu'il serait passé à la vitesse supérieure. Parce qu'à chaque fois, ils essayent. Et que, voilà, donc on peut avoir parfois l'impression que ça n'avance pas, mais que les choses avancent petit à petit. Et que je suis sûr que si nous poursuivons dans cette dynamique-là, nous réussirons à faire bouger les choses. Je crois que... On n'est pas encore décidé pour changer la situation en Mauritanie. Et pour moi, tout simplement, on a une chance qu'on est en train de négliger. La jeunesse, pour revenir à Sao, la jeunesse est là. Il y a une force latente, mais nous dormons. Et ce n'est pas que la jeunesse, tout simplement, même la vieillesse. Et là, je dirais aussi à Sao, qui disait que les jeunes doivent aller vers les vieux, mais la vieillesse aussi doit faire un pas pour sensibiliser, éduquer la jeunesse. Là, je ne suis pas... Donc, pour vous contredire un petit peu. Alors, tout simplement, et je dirais à M. Sao, est-ce que la jeunesse mauritanienne exilée en Mauritanie? En France, pardon.
Donc la jeunesse mauritanienne qui est en France ne perd-elle pas son temps? Est-ce que l'exil, est-ce qu'elle ne perd pas le sens? Elle n'est pas en train de perdre le sens de son exil. Nous allons devenir ici des vieux sans pour autant qu'il y ait changement en Mauritanie. Alors, à M. Ba, votre engagement est-il continu, qui aboutirait peut-être à une création de parti politique ou pas? Et en subsidiaire, question subsidiaire, est-ce que vous êtes certain que vous pouvez changer la situation en Mauritanie sans les Haratim? Et par rapport au problème qui se pose avec M. Biram, est-ce que vous pensez revenir à la charge pour travailler ensemble? Parce que moi, personnellement, je suis convaincu que sans les Haratim, on ne pourra rien faire en Mauritanie. Et sans nous, les Mauritaniens, moi, Wolof, Soninké et Poula, on ne pourra rien faire sans les Haratim. Et je suis convaincu aussi que les Haratim ne peuvent rien faire sans nous. Donc on est condamnés à travailler ensemble. Alors, excusez-moi, si vous pouvez, enfin, vous êtes arrivé à un point de non-retour, est-ce que vous avez un autre interlocuteur Haratim? Merci. Les organisations, et le coordinateur c'est Abdul Biranwan, vice-président d'Image. Je pense qu'il est très suffisant et vous serez certainement d'accord avec moi pour reconnaître qu'il fait du bon travail. Voilà. C'est M. Djanka qui me demande, qui parle d'engagement continu. Est-ce que mon engagement est continu? Je ne sais pas, c'est à vous de juger s'il est continu ou il ne l'est pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il est continu. Maintenant, par contre, pour votre deuxième question, vous me demandez est-ce que je vais travailler, je ferme la porte ou je vais travailler avec Biram Abeid Oulda? Non, je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte. La preuve, c'est que nous avons conservé tout. Nous travaillons chacun de nos côtés, mais je pense, mon souhait est que l'homme se rende compte que ces méthodes de travail où on décide sans réfléchir, de manière unilatérale, tout seul, sans concertation avec qui que ce soit, c'est des méthodes qui ne mèneront nulle part. Et mon souhait est qu'ils se rendent compte et qu'ils reviennent pour travailler avec tout le monde. La preuve, c'est que nous n'avons pas fermé la porte, c'est que, y compris le site du Flair qui a été une contribution de l'Image, nous l'avons gardé tel quel. Et donc nous restons tout à fait ouverts et je reste convaincu, comme la plupart de ceux qui sont là, que si nous devrions arriver à bout du système en place, très rapidement, il faut une alliance stratégique entre négro-africains et Haratim, donc une alliance entre la communauté des opprimés. Voilà. Sinon, pour terminer, je dis juste dire que je rectifie quand même parce que mon ami Sao dit que j'ai dit qu'il a fui. Il a mis au public une petite... alors que je l'avais titillé en privé, non, je ne veux pas dire que la diaspora a fui. Non, c'est pas ça. Je reconnais le rôle important, même prépondérant, que joue la diaspora depuis l'extérieur. J'ai l'habitude de dire à ceux que j'ai eu à fréquenter, le fait de rester en France, aux États-Unis ou n'importe, ce n'est pas cela qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de rester les bras croisés et de ne rien faire dans le combat. Donc, où que l'on soit, on peut contribuer au combat d'une manière ou d'une autre. Je pense que la diaspora joue un rôle fondamental. La dernière fois, je l'ai dit d'ailleurs, je vous ai rendu hommage à ce niveau. Dans le bras de fer qui nous a opposé du temps des Flairs avec les autorités, ils nous ont été d'un soutien inestimable. Et aujourd'hui encore, elle reprend le relais du mouvement Touche pas à ma nationalité. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et enfin, j'ai été content d'être parmi vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à la communauté extérieure de Mauritanie. Et je trouve que cet entretien, cette occasion a été très enrichissante pour moi. Je vous remercie.